Nous accueillons aujourd'hui Madame Béatrice Engrand, qui est présidente de l'Agence du service civique. Je précise qu'on a eu l'occasion déjà de recevoir, dans le cadre de la mission sur la vie étudiante que préside Pierre Ouzoulias et pour lequel je suis rapporteur, on a eu l'occasion de vous auditionner. On avait trouvé votre intervention particulièrement éclairante sur l'organisation du service civique et les enjeux qui sont derrière le service civique. On sait que c'est une organisation qui est aujourd'hui connue et reconnue par les jeunes, qui a fait ses preuves, alors qu'en 2010, année de sa création, 6 000 d'entre eux avaient effectué une mission. L'objectif est de 145 000 volontaires en 2020, avant la pandémie du Covid. Le service civique est d'une certaine manière plébiscité. Chaque année, et vous allez bien sûr nous expliquer tout ça, le nombre de demandes est largement supérieur au nombre de places disponibles. Tous ici, je crois pouvoir le dire, parce qu'on a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises, notamment lors des discussions sur le PLF, tous ici, nous sommes convaincus de l'utilité de ce dispositif. Nous l'avons d'ailleurs souligné il y a tout juste un an à l'occasion de la remise des conclusions du groupe de travail piloté par notre collègue Jacques-Bernard Magnier sur les conséquences de la Covid sur les secteurs de la jeunesse et de la vie associative. Les questions de mes collègues sont certainement nombreuses. Je concentrerai les miennes sur le rôle que le service civique est amené à jouer dans le cadre du plan de relance, puisque dans son discours du 14 juillet dernier, le président de la République a annoncé la création de 100 000 missions de service civique supplémentaires dans le cadre du plan Un jeune, une solution, dont 20 000 dès 2020 et 80 000 en 2021. Rapporté au nombre habituel de missions, à savoir 145 000, le défi à relever est important. On est sur une progression de 69% du nombre de services civiques. Pourriez-vous nous faire un premier bilan de la mise en œuvre de ces objectifs dans le cadre du plan de relance ? Avez-vous constaté une évolution des profils des jeunes qui candidatent en 2020 et 2021 par rapport aux années précédentes ? Est-ce qu'il y a des difficultés à trouver 100 000 jeunes supplémentaires ? D'une certaine manière, quel est le potentiel qu'on peut évaluer avec cette augmentation significative du nombre de services civiques ? Est-ce que vous avez aussi... on sait qu'il a fallu mobiliser des partenaires pour trouver ces jeunes. Est-ce que vous avez une typologie des nouveaux partenaires ? Voilà quelques-unes des questions que je voulais vous poser. Après votre intervention liminaire entre 10 et 15 minutes, je passerai la parole à mes collègues, en commençant bien sûr par Jacques-Bernard Magnier, rapporteur des crédits budgétaires, qui aura certainement un certain nombre de questions à vous poser, et puis les autres sénateurs et sénatrices également. Madame la Présidente, si vous voulez intervenir en propos liminaires. Très bien. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie beaucoup de cette sollicitation. C'est évidemment toujours un honneur et puis un plaisir de partager mon enthousiasme pour le service civique, pour cette grande politique publique qui a fêté ses 11 ans en mars dernier. Je suis accompagnée ce matin d'Élodie Morival, qui est la secrétaire générale de l'Agence du service civique depuis près de 2 ans maintenant. Alors, peut-être en propos liminaire, je vais être généraliste en essayant quand même de répondre aux questions qui m'ont été adressées dans le questionnaire. Et puis, bien sûr, je serai très heureuse ensuite, nous serons ensuite très heureuses de répondre à vos interrogations. Alors, cela fait maintenant près d'1 an que le président de la République a annoncé une augmentation forte des missions de service civique, puisqu'il a annoncé cela le 14 juillet 2020. Il l'a annoncé en disant « Nous avons décidé d'augmenter le service civique de 100 000 missions supplémentaires parce que le service civique fonctionne ». Donc là, on l'a pris d'abord comme une reconnaissance du travail accompli par l'agence, par les délégués territoriaux, par tout l'écosystème du service civique, j'y reviendrai. Donc une reconnaissance et puis aussi une injonction à faire mieux, non seulement sur le plan quantitatif, mais aussi sur cette question de... si le service civique fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est un tremplin pour les jeunes, qu'il leur est utile, que ce n'est pas simplement 8 mois passés à rendre service, mais qu'évidemment, ça les aide à rebondir. Donc, c'était ça pour nous la question depuis 1 an, c'est comment on s'organise
comment on met en branle l'écosystème pour permettre à toujours plus de jeunes d'entrer en service civique, dans le respect des fondamentaux du service civique, c'est-à-dire principalement la non-substitution à l'emploi, de veiller à ce que les jeunes agissent toujours en complémentarité de l'action des agents publics s'ils sont en mission dans les services de l'État ou les établissements qui dépendent d'eux, les collectivités territoriales, en complément des salariés ou des bénévoles des associations. Donc ça a été vraiment notre boussole. Parfois, on est confronté à cette contradiction sur de la quantité versus la qualité, mais on essaie vraiment de tenir bon parce que justement, ça fonctionne. Ça dépend de la quantité, mais ça dépend beaucoup de la qualité. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est déjà de s'assurer que nous avions les moyens budgétaires pour accompagner cette montée en charge qui s'est ensuite précisée après les annonces du président. Ça s'est précisé dans des relations avec le gouvernement, le plan de relance. Donc, ce qui a été décidé, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, 20 000 missions supplémentaires jusqu'à la fin 2020, et on a terminé 2020, on y reviendra, près de 19 000 missions supplémentaires, donc vraiment très proche de la cible. Et je pense qu'au regard des conditions dans lesquelles nous avons travaillé et les conditions évidemment extérieures, c'est-à-dire sanitaires, c'est un très bon résultat. Donc garantir les moyens, il nous fallait des moyens complémentaires pour absorber ces 20 000 missions supplémentaires. Et ensuite, on a aussi bien sûr travailler pour avoir les moyens supplémentaires pour absorber 80 000 missions supplémentaires en 2021. Dans le même temps, pour être tout à fait transparente, on a négocié pour pouvoir obtenir des agents, enfin des ETP, un relèvement du tableau des emplois qui nous a été accordé pour 15 ETP, ce qui n'est que justice. En réalité, parce qu'en fait, c'était un relèvement du tableau des emplois qui aurait dû avoir lieu déjà avant, puisque ça faisait des années que nous absorbions, entre guillemets, pour ce terme. Il n'est pas connoté, mais il est juste technique. Une montée en charge importante, plus ou moins forte selon les années, mais en tout cas toujours à la hausse, et que le tableau des emplois avait été relevé pour la dernière fois en 2015. Donc, voilà, l'organisation, d'abord, s'assurer des moyens financiers, des moyens humains. Ensuite, travailler avec l'écosystème du service civique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, bien sûr, sous la houlette de notre tutelle, la JEVA, et de la secrétaire d'État qui a pris ses fonctions donc, en juillet, à la succession de Gabriel Attal, on a regardé quelles sont les priorités thématiques, quels sont les nouveaux espaces de développement possibles, et quels peuvent être les outils, les leviers qui peuvent nous aider à réussir à la fois la quantité et la qualité, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a mis en place une stratégie en 3 axes. Le premier, c'est des nouvelles thématiques ou des thématiques renforcées. Le plus souvent, c'était des domaines, des champs d'action qui se sont accrus ou révélés pendant la crise. J'en citerai quelques-uns. Bien sûr, la lutte contre l'isolement des personnes âgées, l'accompagnement des personnes fragiles, isolées, en difficulté, comme les personnes en situation de handicap, le soutien, puisqu'on est ici à la commission culture, éducation, il faut que vous sachiez que la question, évidemment, de la continuité pédagogique nous a beaucoup occupés avec des partenaires comme la FEV, AnimaFac et autres. Bien sûr, le programme Devoir fait du ministre, de Jean-Michel Blanquer. Donc ça, c'était une deuxième thématique forte. La troisième, ça a été bien sûr la santé, de regarder comment on pouvait inviter les organismes d'accueil à déployer des missions de service civique dans ce champ-là, sans évidemment que les jeunes se substituent à des infirmiers, à des aides-soignantes ou à des agents publics. Donc, on a assez bien réussi avec des partenaires comme la Croix-Rouge ou la PHP sur des missions vraiment de jeunes qui étaient en support dans les centres de vaccination ou des choses très intéressantes, de jeunes, parfois sous la houlette des préfectures, qui vont d'ailleurs, ça continue, dans les quartiers, en direction des publics non francophones pour faire la pédagogie d'abord de l'actualité, des gestes barrières, donc des choses vraiment, vraiment intéressantes. Donc ça, c'était le troisième domaine. Et puis ensuite, des choses plus classiques, mais que nous avons renforcées, comme le développement durable, les missions autour du développement durable et l'égalité femmes-hommes, puisque vous avez vu que depuis mars 2020, les violences faites aux femmes ont augmenté de 30%. On a
par exemple, travailler avec les CAF ou avec des associations comme la Fondation des femmes pour développer plus de missions sur ce champ-là. Voilà, de manière très, très générale, la stratégie, donc nouvelles thématiques ou thématiques renforcées. Ensuite, nouveaux espaces de développement. Donc là, on a regardé ce qui existait déjà, ce qui pouvait, les organismes, les espaces qui pouvaient accueillir plus de jeunes. On a identifié 3 pistes. La première, c'est la vie associative pour que certaines associations accueillent plus de jeunes. Ça a été le cas des grandes associations comme Unicité ou la Ligue de l'enseignement. Et que des nouvelles associations qui ne seraient pas encore agréées service civique puissent le devenir. On a vite vu en fait que la vie associative était à saturation et de toute façon, notamment dans le sport, assez empêchée dans ses activités. Donc on a quand même arrivé, en tout cas, maintenant ça reprend, on y reviendra, je viendrai vite ensuite sur les chiffres, mais on voit bien, en tout cas jusqu'à peu près mai ou même début juin 2021, que la vie associative était assez limitée proportionnellement dans sa capacité à accueillir plus de jeunes, mais on a quand même essayé avec certains succès. Deuxième espace de développement, c'est qu'on a travaillé là en interministériel, piloté par Matignon, on a travaillé avec bien sûr les grands services publics et les établissements qui dépendent d'eux, pour augmenter le nombre de missions dans les services de l'État, principalement le ministère de l'Intérieur, avec des missions assez intéressantes qu'ils ont mis en place sur la relation policier-jeunesse, des choses quand même vraiment intéressantes. Avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, bien sûr le ministère de l'Éducation nationale, dont les missions ont fortement augmenté cette année de 20 000 postes, en tout cas 20 000 missions. Voilà, quelques grands ministères comme ça. Il a été fixé à l'État, pour parler de manière générale, la cible de plus 34 000 missions par rapport aux années précédentes. Et le troisième espace de développement, ce sont les collectivités territoriales qui, jusqu'à cette année, en fait, ne représentaient que 6% des organismes d'accueil et 14% des jeunes, parfois. Oui, c'est ça. Et dans lesquels on enregistre une très forte croissance. À peu près là, à date, c'est presque 50% d'augmentation des missions dans les collectivités territoriales, principalement les communes et les ECPI, mais on observe aussi des choses intéressantes dans les départements, un petit peu les régions. Et troisième axe de la stratégie, c'était les outils. Alors, des outils, c'est la communication, l'information, le renforcement de la formation des tuteurs. C'est aussi des leviers avec voilà, auxquels on a donné des termes un peu barbares comme les pôles d'appui, l'intermédiation, ça existait déjà. Bon, c'est tout je pourrais rentrer dans le détail, je ne voudrais pas être trop longue en introduction, mais voilà, tout ce qui peut nous aider, bien sûr, à atteindre ce qui est pour nous la double cible, la quantité et la qualité. Voilà, de manière générale, peut-être je vous donne les chiffres pour finir, et puis on passera à la partie questions. Donc, vous rappelez que le service civique a bénéficié à plus de 530 000 volontaires depuis sa création. Je trouve que c'est un résultat formidable qui nous permet de dire qu'on bénéficie en France d'une cohorte de jeunes qui, grâce au service civique, a façonné le pays, a pu développer son pouvoir d'agir. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on travaille. On lancera des choses à la rentrée pour mieux animer cette communauté des volontaires. C'est un point qui a été un peu négligé depuis la création. Il nous semble vraiment important d'entretenir le sentiment d'appartenance, le sentiment collectif. Et il me semble que ce qu'on a vu pendant le confinement, un peu moins dans le deuxième, mais c'était quand même assez frappant, ces milliers de jeunes engagés qui sont allés faire des courses pour les personnes âgées, conduire des personnes malades, des personnes sans abri dans des centres d'hébergement. Tous ces jeunes qui ont rendu service, beaucoup étaient en service civique, empêchés d'accomplir leur mission, et ils se sont tout de suite transformés en bénévoles.
soit grâce à la réserve civique, soit de manière tout à fait spontanée. Donc, pour moi, le lien est clair dans la société, dans cette jeunesse engagée française, entre tous ces volontaires et involontaires, c'est un écosystème. Il influence ses amis, ses parents, son école, etc. Pour moi, il y a un lien direct entre la réussite du service civique et cette jeunesse française très engagée dont on l'a vu donner le meilleur d'elle-même pendant les 2 confinements. Donc je reviens à mes chiffres, plus de 530 000 volontaires depuis 2010, la cible qui a été fixée à 245 000 d'ici la fin de l'année 2021 pour une cible initiale de 145 000 au budget initial 2020. L'année 2020 a permis l'engagement de 131 700 volontaires. Donc évidemment, pour des raisons évidentes, en deçà de la cible, mais sans vouloir verser dans l'autosatisfaction, je crois que terminer l'année 2020 à 131 700 volontaires, compte tenu du contexte, c'est vraiment un très très bon résultat. Nous avons évidemment connu une baisse très forte des entrées en mission entre le mars et juillet, et puis ensuite une reprise très importante à la rentrée de septembre. Les 19 000 entrées en mission à l'automne 2020 dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'ont malheureusement pas pu, qui évidemment est un résultat très fort, mais qui n'ont pas pu compenser la perte des mois de confinement. Alors aujourd'hui, peut-être Élodie, pour qu'on fasse un peu à 2 voix, peut-être sur les résultats là, juste de janvier à juin, et puis on passera aux questions ensuite. Oui. Je vais compléter en effet sur les chiffres à date, aussi peut-être pour préciser sur l'objectif qui nous a été fixé sur les 245 000, quand vous parliez, monsieur le sénateur, d'une hausse justement de 60%. En réalité, au regard de l'atteinte de 130 000 postes, 131 000 postes en 2020, on est sur une hausse de 86% dans l'objectif. Et surtout dans le service civique, on distingue le stock, c'est-à-dire les jeunes qui sont déjà en contrat au 1er janvier, et le flux, c'est-à-dire les nouvelles entrées qu'on va devoir faire en 2021. Et si on se concentre sur les nouvelles entrées qu'on doit faire en 2021, ça représente une hausse par rapport à 2020 de 150%. Donc c'est vraiment une montagne à gravir, c'est vraiment un défi qui est particulièrement important. Aujourd'hui, au 30 juin, on a pu agréer 107 000 postes. Donc l'agence, en fait, elle autorise des organismes, elle agrée des organismes à accueillir des jeunes en service civique. Ça correspond à peu près à 50% de l'objectif qu'on s'était fixé, puisqu'on s'est fixé un objectif d'agrément de 215 000 postes pour atteindre ces 245 000. C'est déjà un niveau qui est supérieur à celui de l'année 2020. Donc c'est une dynamique qui est forte, qui est évidemment pas de la totalité de l'objectif qu'on s'était fixé à ce stade, mais qui est quand même particulièrement dynamique. Et sur les 5 premiers mois de l'année, c'est-à-dire que nous, on ventile aussi notre objectif mensuellement. Là, on a atteint 97% de notre objectif sur les 5 premiers mois de l'année, et ce, malgré la crise sanitaire qui a aussi parfois refroidi, ou en tout cas freiné les organismes à demander des agréments de postes en service civique. Donc on regarde à la fois les agréments, c'est-à-dire ce qui est vraiment à la main de l'agence du service civique, là où on pilote complètement, et puis les recrutements, c'est-à-dire la transformation de ces agréments en accueil véritable par les organismes de jeunes en service civique. Et là, sur les agréments, on a eu à peu près 25 000 recrutements au titre de l'année 2021 depuis le 1er janvier. Et là, on a un taux d'atteinte de notre objectif de 61%. Donc on est un peu là en dessous de notre objectif. Ça veut dire qu'on a un décalage entre ce qu'on pilote complètement, ce qu'on va agréer, et la réalité du terrain, les recrutements. Et ça, on l'explique aussi parce que justement, le taux de réalisation, le taux de transformation de nos agréments en recrutement, il est en baisse par rapport à l'année 2019 et par rapport à l'année 2020, précisément pour les raisons qu'ont évoquées Madame la Présidente, parce qu'en fait, les organismes n'ont pas eu la possibilité de transformer ces agréments en recrutement, par exemple parce que les salles de sport étaient fermées, parce que les salles de théâtre étaient fermées, parce que les festivals n'ont pas eu lieu, etc. Donc on a eu un taux de réalisation qui aujourd'hui est autour de 50-60%, alors que d'habitude, on a à peu près 89% de nos agréments qui se transforment en recrutement.
Donc évidemment, on a pris des mesures sur lesquelles on pourra revenir pour renforcer ce taux de réalisation. Mais sur ce début de l'année-là, c'est aussi ce qui nous freine dans l'atteinte de nos objectifs sur la réalisation des agréments qu'on peut délivrer. Les raisons évoquées par Élodie Morival, on ne les a pas inventées pour nous excuser de ne pas avoir atteint la cible. Elles sont vraiment, on a fait pour être le plus proche du terrain, parce que c'est évidemment important pour nous qu'on touche les vrais jeunes et les vraies associations et les vrais organismes d'accueil. On a fait une campagne de phoning, excusez-moi pour le terme, pour demander, voilà, un petit peu, de manière un peu... Une partie, on a interrogé les gros organismes, une autre partie, on a fait des sondages sur échantillons, on leur a demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi les recrutements sont inférieurs aux objectifs. Bon, évidemment, les résultats ne nous ont pas beaucoup surpris, mais en tout cas, nous ont permis vraiment de vérifier qu'on était au plus juste, que notre analyse était la bonne. Le point, quand même, enfin, ce qu'il faut savoir pour bien interpréter le niveau d'atteinte, principalement des recrutements qu'Élodie Morival a bien expliqué, et qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout désespéré, plutôt assez confiant, c'est qu'on sait que le calendrier habituel des entrées en mission pour le service civique, il se concentre à la rentrée, septembre-octobre, 70, traditionnellement, 70 à 75% des entrées annuelles dans le dispositif se fait de septembre à décembre. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur qui nous dirait que le service civique va fonctionner différemment des autres années sur ce point-là. Et puis, une petite précision par rapport aux chiffres, c'est que compte tenu de nos systèmes d'information, des relations avec l'agence de services et paiements, il y a toujours parfois 2 mois de décalage entre les chiffres dont nous disposons et la réalité. Voilà, vous m'aviez quand même interrogé sur la répartition dans les domaines. Donc, je ne peux pas vous répondre pour 2021 encore. Mais sur 2020 par rapport à 2017, il y a des inflexions, mais qui sont mineures, sur les thématiques de mission. Donc on voit un peu moins de missions dans ce qui est éducation pour tous. Alors, ça a l'air de contredire ce que je vous disais sur la continuité pédagogique, mais bon, je pense que c'est vraiment lié à la crise sanitaire. Ça a augmenté de 2% sur la solidarité, un peu baissé dans le sport pour des raisons évidentes. Malheureusement stable sur l'environnement avec 6% d'émissions. Je vous dis malheureusement parce que on sait que c'est une attente de 98% des jeunes, c'est ce qu'ils nous disent. Et dans l'offre de missions que nous avons, c'est évidemment en deçà des attentes des jeunes, donc c'est d'où l'intérêt de travailler avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, des grandes associations d'environnement, ou d'introduire des questions environnementales dans des missions plus traditionnelles comme le sport. C'est un sujet dont on parlait lundi avec Tony Estanguet. Donc j'espère que dans les 2 ans qui viennent, on pourra vraiment augmenter fortement cette thématique environnementale dans les missions de service civique. Sur les profils, donc l'âge moyen, 21 ans, ça n'a pas bougé. 61% de femmes, 39% d'hommes. Ça n'a pas bougé. 8% des volontaires bénéficient de l'indemnité complémentaire sur critères sociaux. Là, je crois que ça a augmenté de 2%. Non, ça, c'est 2020. Donc, voilà, oui, donc ça a augmenté de 2% par rapport à 2019. Là où il y a eu une évolution qui se confirme en 2021, c'est sur les étudiants. Traditionnellement, 30%, nous en avions parlé lors de la précédente audition ou la précédente rencontre. Les étudiants en service civique sont à peu près 30% des effectifs. Aujourd'hui, on est à 34%, dont, puis en plus, je vous avais raconté la dernière fois tout ce qui a été mis en place pour permettre à plus d'étudiants d'entrer en service civique et de concilier service civique et études. Donc ça a l'air d'avoir un impact sur nos chiffres, ce qui est positif. Et dans le même temps, ça ne doit pas non plus dépasser ces 34 ou 35% parce qu'il faut veiller au principe d'accessibilité du service civique. Voilà, je pense que j'ai été... Merci. Peut-être trop longue. Non, c'était très intéressant. Je pense qu'on va revenir à travers les questions sur un certain nombre de points. Jacques-Bernard Magnier, rapporteur des crédits budgétaires. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, de votre exposé. Et félicitations aussi à vous deux, avec votre secrétaire général, pour avoir rempli autant que possible les objectifs qui n'étaient pas faciles à atteindre. On est dans une période difficile, aussi bien pour le monde associatif que pour les jeunes, que pour trouver des missions, parce que
plus 100 000 jeunes, c'est facile à trouver. Plus 100 000 missions, c'est plus difficile à trouver, j'imagine, parce que aujourd'hui, il y a effectivement des secteurs que vous investissez, qui sont des secteurs nouveaux, tant mieux. Et je dirais même qu'il y en aura certainement de nouveaux qui vont s'ouvrir dans les semaines et les mois qui viennent, puisque vous l'avez évoqué, les Jeux Olympiques, vous avez parlé avec Tony Estanguet. Je pense que c'est une magnifique source de recrutement pour des jeunes en service civique dans la région parisienne, essentiellement. Mais c'est bien à cela qu'il faut effectivement s'attacher, puisque les jeunes de la région parisienne méritent bien effectivement qu'on s'occupe d'eux aussi, parce qu'ils ont assez souffert pendant cette période de confinement. Donc, aujourd'hui, vous avez obtenu, et nous avons ensemble obtenu, puisque le président Lafont le rappelait, le Sénat est derrière vous, j'imagine que l'Assemblée nationale aussi, les assemblées sont avec vous pour soutenir ce service civique qui a maintenant un peu plus de 10 ans et qui a pu voir venir à lui plus de 500 000, plus d'1,5 million de jeunes. C'est pas négligeable, même si on aurait pu être encore un peu plus ambitieux pour les objectifs du nombre de jeunes concernés par le service civique. C'est un peu dommage qu'on ait détourné l'attention en voulant créer ce service national universel qui, à mon avis, va certainement polluer un peu, même s'il intègre ce service national universel, le service civique à l'intérieur, d'une certaine manière. Mais j'ai bien l'impression qu'on va mettre beaucoup de moyens sur un service national universel qui ne remplira, à mon avis, difficilement des objectifs, alors que le service civique, lui, il est installé depuis 10 ans, il fonctionne bien. On sait comment il doit fonctionner. On sait aussi quels sont les inconvénients et les contraintes. Moi, vous avez dit que beaucoup de jeunes dans certains secteurs sont maintenant en service civique, notamment dans les collectivités qui commencent à s'y intéresser. Il faut quand même qu'on soit vigilant pour que les jeunes de service civique ne remplacent pas les emplois aidés qui ont été supprimés dans les collectivités massivement. C'est vrai que ce n'est pas du tout le même objectif. Un jeune en service civique, il n'a pas à remplacer un salarié, fût-il un salarié en contractuel. Tout cela, il faut être très vigilant, notamment avec les collectivités locales. Mais je crois qu'elle donne aussi, qu'elle force un peu plus sur le pourcentage, parce que 6%, vous l'avez dit, c'est peu. Il faudra plus. Et puis, il y a aussi un secteur sur lequel on vous sollicite régulièrement, ce sont les territoires ruraux. C'est plus difficile de mettre en place, on le sait bien, les services civiques, mais je sais que vous avez lancé une mission avec les territoires ruraux pour voir si on peut développer. Et un appel à manifestation d'intérêt avait été lancé au mois d'avril. Vous nous direz si ça commence à frémir et si on a quelques résultats. Et puis, effectivement, vous avez évoqué toutes ces nouvelles thématiques dans lesquelles on peut développer le service civique. Et je pense que la crise sanitaire nous a montré qu'il y a certainement des espaces où le service civique peut être précieux. Alors, la question budgétaire, vous l'avez évoquée, est-ce que les 245 000 que vous avez eus en 2021 seront maintenus au budget 2022 ? C'est là-dessus qu'il faut qu'on vous soutienne et nous le ferons ici au niveau quand nous étudierons le projet de loi de finances 2022. Est-ce que vous avez là-dessus aussi des informations sur les ambitions qui seront développées pour le service civique au niveau budgétaire en 2022, ensuite à ce qui a été fait pendant cette période de crise sanitaire qui, espérons-le, est derrière nous et que nous ne reverrons pas se développer l'année prochaine. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas être plus long parce que j'imagine que mes collègues ont des questions à vous poser. Merci. Je vais vous laisser répondre à cette première série de questions, puis il y a d'autres collègues qui interviendront par la suite. Merci, monsieur le sénateur. Alors, effectivement, vous avez relevé un paradoxe. C'est que 100 000 jeunes supplémentaires, c'est facile à trouver. 100 000 missions, c'est moins facile. Et que le résultat est que, effectivement, on a moins de jeunes qu'espéré parce que l'offre et la demande, pour parler simplement, ne correspondent pas encore tout à fait. J'espère vous avoir convaincu que notre stratégie est la bonne. Mais en tout cas, effectivement, on est absolument certain du fait que l'élan pour le service civique, le désir pour le service civique, il existe dans la jeunesse française. La preuve en est, on a eu entre 1er janvier et le 30 mai ou 30 avril, je ne sais plus, 470 000 inscriptions pour des candidatures sur le site internet. Donc voilà, ça veut dire que les jeunes savent trouver notre site et qu'ils ont envie de s'engager en service civique pour des raisons d'ailleurs
qui sont variés, hein. Certains parce qu'ils veulent vraiment s'engager, la majorité j'espère, hein, mais d'autres c'est plus ambigu, parce qu'ils ne savent pas très bien quoi faire ou parce qu'ils ont besoin d'une indemnité. Mais pour moi, ce qui compte, c'est le déclic, c'est-à-dire ce qui va se passer dans le service civique qui fait que cette expérience va leur être utile pour eux-mêmes et puis ensuite pour le suite de leur vie personnelle, citoyenne et professionnelle. Donc merci d'avoir souligné ce paradoxe, monsieur le sénateur. Sur le SNU, notre position elle est assez pragmatique. Le SNU était une priorité du gouvernement. Comment le service civique peut en bénéficier, hein? Et comme l'a dit le président de la République, le service civique, le SNU irriguera le service civique et le bénévolat. Donc vraiment l'idée, c'est que le service civique, et ça a l'air pour m'être déplacé là 3 fois ces 5 derniers jours sur ces jours de cohésion du SNU, ça a l'air d'être bien parti pour qu'on considère que le service civique et le SNU ont des liens intrinsèques et que le service civique sera vraiment une composante majeure de la phase 3 du SNU. Viendra ensuite la question des moyens, parce que plus on aura de jeunes qui auront entendu parler du service civique dans le SNU et qui voudront ensuite entrer en service civique, plus il faudra qu'on travaille sur cette montée en charge qui a forcément un coût. Mais en tout cas, je crois que sur la logique de l'ingénierie et la complémentarité entre les deux dispositifs, entre guillemets, je pense que ça peut assez bien fonctionner. Collectivité territoriale, puis ensuite sur la ruralité, Élodie vous donnera les premiers chiffres, les résultats de l'appel à manifestation d'intérêt. Donc je vous l'ai dit, sur les collectivités territoriales, une augmentation de 50% des agréments, en 2 mots, et bien sûr ce point d'attention sur la qualité, parce qu'il y a dans les services publics au sens large, que ce soit territoriaux ou nationaux, il y a peut-être cette tentation effectivement de remplacer des agents publics par des services civiques qui ne coûtent entre guillemets que 107 € par mois à l'organisme qui les accueille. On a mis en place tout un système de vigie, déjà dès l'agrément à la fois par l'agence mais par les services déconcentrés de l'État, de bien contrôler les demandes. Le fait qu'on ait aussi revu toute notre communication en direction des collectivités territoriales avec un flyer dédié, avec surtout des exemples de missions, des bonnes pratiques. On a fait aussi beaucoup de webinaires sous la houlette des préfets, notamment les préfètes d'ailleurs. C'était à l'égalité des chances. On a fait des webinaires qui ont eu vraiment grand succès. Dans le 93, il y avait 76 participants, en Auvergne-Rhône-Alpes 110, pour informer vraiment les collectivités territoriales de ce qu'est le service civique avec toutes ces opportunités et puis bien sûr ces fondamentaux et entre guillemets ces contraintes. Donc je pense qu'on a mis mis en place les garde-fous nécessaires avec le relais des référents territoriaux, sur les collectivités territoriales. Et c'est vrai que j'allais vous dire la crise est, entre guillemets, une opportunité pour le service civique dans les collectivités territoriales, mais vraiment, je mets des guillemets bien gras parce que, effectivement, les collectivités, les communes et les départements, ils ont pour compétence des domaines qui proposent des possibilités de développement de missions, notamment en lien avec la crise. Donc, voilà, c'est aussi ce qui peut expliquer la montée en charge. Et après, la question de la durabilité de ces missions dans les collectivités territoriales se posera. Mais pour l'instant, on est vraiment sur des thématiques grand âge, handicap, culture, continuité pédagogique, santé. Donc, je suis assez confiante sur le fait que ce soit vraiment en complémentarité des missions des agents publics. Élodie, je vous laisse sur la ruralité. On a des chiffres. Oui, donc sur la ruralité, c'est sûr que c'est un objectif particulièrement important qu'on se fixe, qui rentre en fait dans notre objectif
globale dans un des fondamentaux du service civique, qui est l'accessibilité. Oui. Donc l'accessibilité, que ce soit en termes de jeunes ou que ce soit en termes de territoire. Donc en effet, l'accessibilité du service civique pour les jeunes en territoires ruraux, et y compris la possibilité pour les organismes de trouver des jeunes. Parce que, Madame la Présidente l'a dit, on a beaucoup plus de jeunes qui postulent que de missions. Aujourd'hui, le ratio, c'est à peu près 4 candidatures pour une mission. Mais on a quand même, dans certains territoires ruraux, des organismes, des collectivités qui nous remontent des difficultés à recruter en disant moi, j'ai posé sur votre site internet des missions et je n'ai eu aucune candidature parce que, voilà, difficultés de transport, difficultés de logement. Donc, c'est évidemment un sujet auquel on a été sensibilisé. Donc, on a lancé en effet un appel à manifestation d'intérêt au mois d'avril, qu'on avait ciblé sur 15 départements, ouverts aux communes et aux EPCI. On a eu 9 lauréats pour un total d'à peu près 400 000 €. Et ça nous a permis, on avait eu 13 candidatures, ça nous a permis de financer justement différents projets pour permettre à ces EPCI de développer des missions de service civique et de travailler sur l'accessibilité justement dans ces territoires ruraux. Et fort de ce premier succès, on a lancé un deuxième appel à manifestation d'intérêt qu'on a davantage ouvert. Là, on l'a ouvert sur 52 départements, c'est-à-dire tous les départements dans lesquels on avait à peu près plus de la moitié de la population qui résidait dans un territoire rural. Donc on a décidé d'élargir le périmètre et on a décidé aussi de l'ouvrir potentiellement à des collectivités qui pouvaient être déjà agréées. C'est-à-dire dans le premier AMI, on avait vraiment recentré sur vous voulez développer, voire connaître le service civique, que là on a aussi été ciblé sur vous êtes déjà agréé, mais par exemple, vous n'avez pas réussi à transformer l'essai, c'est-à-dire que vous avez justement essayé de publier des missions, mais ça n'a pas fonctionné. Dans ce cas-là, l'agence va aussi vous accompagner pour développer des nouveaux moyens de augmenter votre agrément, augmenter votre poste ou commencer les premiers recrutements parce que ça n'a pas pu fonctionner. La fin de cette AMI, c'est le 13 juillet, donc pour l'instant, on n'a pas encore les résultats et on a augmenté le budget en conséquence de cet élargissement du périmètre. Donc, je pense qu'on n'a pas encore les résultats à vous transmettre, mais on vous les transmettra. Et sur la question des objectifs pour 2022, donc voilà, vous vouliez... Je voudrais juste compléter sur la ruralité pour bien souligner le fait que les moyens complémentaires que nous donnons, qui sont un budget qui va servir à de l'ingénierie, permet donc aux collectivités de créer un poste dédié pour le déploiement du service civique. Donc, si là j'ai l'exemple du pays de Conches dans l'Eure, donc 18 646 habitants répartis dans 25 communes, ils visent l'accueil de 20 volontaires en service civique pour en fait redynamiser le territoire, travailler sur les éco-gestes, et l'argent dont ils vont bénéficier va leur permettre de créer un poste de coordinateur qui va travailler avec toutes les communes de cette communauté de communes pour mettre tout ça en place, parce qu'évidemment ça tombe pas du ciel. Je pourrais vous transmettre les exemples. On a dans le pays des écrins qui m'est cher, les jeunes n'y suis pour rien, je vous rassure. Voilà, des choses vraiment intéressantes. Et c'est vrai que les difficultés, Elodie l'a bien dit, là où il faut qu'on travaille avec des financeurs complémentaires, avec les régions, c'est pour la prise en charge de l'hébergement et de la mobilité. Parce que je veux rappeler que l'agence consacre 90% de son budget à indemniser les jeunes. Et pour le reste, et à titre personnel, ça me manque un peu. On ne peut pas apporter de moyens supplémentaires, sauf là, quelques exceptions comme des appels à projets ou des AMI. Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'on ait par exemple Fondation SNCF, par exemple, qui sponsorise, entre guillemets, une collectivité de communes pour permettre à qui permettrait à des jeunes, avec cet argent supplémentaire, les communes pourraient indemniser les jeunes sur les frais de transport qu'ils pourraient avoir. Un exemple très intéressant d'une association qui a commencé avec 5 jeunes en service civique, INSIT, ils ont développé un programme maintenant avec 40 jeunes, ça s'appelle Erasmus Rural. Vraiment un travail extraordinaire, je trouve, où en fait ils font venir des jeunes d'autres territoires qui sont hébergés chez l'habitant. Et donc les jeunes en service civique passent de 6 à 8 mois dans ces territoires. Le Gers, la Nouvelle-Aquitaine maintenant, des départements de la Nouvelle-Aquitaine sont concernés. Ils travaillent sur la redynamisation du territoire
à créer des épiceries solidaires. Mais vous voyez, il y a la prise en charge de l'hébergement et puis voilà, ils ont trouvé des petits sponsors aussi pour compléter les dépenses de mobilité. Pardon, Élodie, je vous ai arrêté dans votre élan sur le budget. Avant de vous redonner la parole, je voudrais dire un mot sur une composante, un sous-jacent, comme on dit maintenant, entre-temps j'ai appris, dans le budget qui est essentiel, c'est la durée des missions de service civique. On a eu un débat en 2020, on en avait parlé dans cette assemblée, sur le fait que, avec l'augmentation de la cible à 145 000 jeunes à l'époque et le budget dédié, nous ne pouvions plus financer à peu près 8 mois en moyenne. Et on sait que c'est ça, le besoin des jeunes, c'est 8 mois en moyenne, parce que ça permet pour certains jeunes de faire 10 mois, pour d'autres 6. Donc avec le budget au PLF, enfin au budget initial 2020, on a eu cette question de la durée d'émission qu'on a dû réduire à 7 mois, qui a généré un très très grand émoi dans l'ensemble de la communauté du service civique, que ce soit dans l'éducation nationale, dans la vie associative, et j'allais dire heureusement, avec le plan de relance, on a eu les moyens complémentaires pour les 20 000 missions plus les 80 000 en 2021, nous ont permis de ramener à 8 mois en moyenne la durée des missions. Donc la question, avant de redonner la parole à Élodie, la question pour une des questions, mais pour moi une qui est importante pour 2021, ça va être voilà, ce sous-jacent essentiel de la durée d'émission qui, pour nous, ne doit pas être une variable d'ajustement parce que là, ça se saura tout de suite, dès l'automne, et ça risque de générer un découragement dans l'écosystème du service civique et donc on risque d'avoir de nouveau un stop-and-go difficile. Pardon ? Oui, voilà, c'est pas, 8 mois n'est pas le Graal, c'est juste que ça nous permet, ça nous permet vraiment, parfois pour certains jeunes, d'être sur quasiment l'année scolaire et pour d'autres, un étudiant qui commence en janvier, qui fait 6 mois. Peut-être je vous laisse dire un petit peu nos besoins pour 2021. Et il y a, pour l'instant, les discussions budgétaires n'en sont qu'à leur début. Oui, je pense qu'il y a en effet le double sujet volume et durée. Voilà. Nous, on milite vraiment, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de stop and go. Donc on reste sur la dynamique de 245 000 en 2022, sachant que si on se contente, entre guillemets, de maintenir l'objectif à 245 000, ça veut dire très concrètement qu'en termes de flux, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire en termes de nouvelles entrées, on sera vraiment sur une stabilisation, c'est-à-dire sur une très faible baisse du flux, mais on sera à peu près à la même chose. Qu'à l'inverse, si on rabaisse cet objectif, par exemple à 200 000, là on va baisser le flux, c'est-à-dire la possibilité pour les jeunes de rentrer en mission de service civique d'à peu près 40%. Donc ça veut dire qu'on aura demandé aux organismes de créer des nouvelles missions, d'investir dans des tuteurs, d'investir justement dans tout un dispositif qui permet d'accompagner les jeunes, de créer des emplois d'avenir. On aura aussi sollicité... des projets d'avenir. Des projets d'avenir, pardon. On aura aussi sollicité les jeunes qui seront allés postuler sur notre site internet, etc. Et en 2022, on leur dirait, en fait, non, on n'a plus assez de nouveaux postes pour vous parce que le stock est déjà pris, entre guillemets. Et donc, on irait presque reprendre des missions qu'on a incité à faire en 2021. Et ça, pour nous, c'est vraiment l'argument qu'on a, c'est de dire qu'il faut sortir juste, il ne faut pas juste se dire 245 000, c'est juste une stabilité, et si c'est 200 000, c'est juste une petite baisse. Il faut vraiment se dire aussi, on réfléchit en termes de nouvelles entrées, en termes de flux chaque année. Et c'est en regardant cet indicateur-là qu'il nous semble particulièrement important de maintenir un minimum à 245 000 en 2022. Pour nous, l'alternative, c'est 245 000 missions à 8 mois ou l'inverse. Vous voyez ? Donc, voilà, il n'y en a pas en fait. Pardon, c'était calculer l'inverse, mais j'ai fait du mal. Oui, il n'y a pas d'inverse. Voilà, c'est 245 000 à 8 mois ou 8 mois pour 245 000. D'accord. Voilà. Parce que... Alors, on continue les questions. Annick Billon. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale. D'abord, vous remercier pour ces premières réponses. Je vais avoir très peu de questions, en réalité, pour rassurer mon collègue qui m'interrogeait si j'avais beaucoup de questions, Claude Kern. Donc, d'abord, sur...
Je ne suis pas rapporteur sur ce texte, il s'est déjà exprimé. Attention, ça va rallonger les débats si on rentre sur cette thématique. Donc, comment garantir, vous l'avez déjà expliqué, le fait de substituer le service civique qui se substituerait à des emplois. Vous avez évoqué contrôler les demandes grâce à des flyers, des webinaires. Moi, je voudrais vraiment vous dire qu'il y a un vrai risque sur cette thématique et que, en dehors d'une volonté de ne pas substituer des emplois par le service civique, on ne va pas y arriver. Et donc, ça me paraît extrêmement difficile à contrôler. Et je voulais vous dire que j'avais des doutes par rapport à l'efficacité de ces outils dont vous avez parlé. Un deuxième point sur l'égalité homme-femme. Vous avez dit que ça faisait partie de thématiques nouvelles. Donc, comment avez-vous identifié les besoins? Parce que comment allez-vous attirer les jeunes vers ces thématiques, même si c'est une thématique qui est sur le devant de l'actualité régulièrement. On sait aujourd'hui que les associations sont les premiers acteurs dans la lutte contre les violences notamment, et que ces associations, elles sont en déficit de moyens. Donc là encore, pour cette thématique, y a-t-il pas un risque à substituer des personnes qui ont besoin normalement de formation, de compétences réelles pour pouvoir accompagner ces femmes, par exemple, victimes de violences, par le service civique? Donc il y a un risque supplémentaire sur cette thématique, alors qu'on sait que les associations, elles sont les premiers acteurs et très demandeurs de moyens également. Et puis sur la répartition des structures, vous avez annoncé des structures nouvelles. Eh bien, pouvez-vous nous dire la répartition territoriale de ces structures? Et comme il n'a pas été question des territoires ultramarins, comment se transposent toutes ces mesures sur les territoires ultramarins? Je vous remercie, et c'était une petite note drôle que je voulais faire et un clin d'œil à mon collègue Kern en début d'intervention. Merci. Ce que je vous propose, c'est de regrouper toutes les questions. D'accord. Et en continuant par Céline Brulin. Merci, Président. Merci, Mesdames. Je vais être un peu redondante avec les deux intervenants précédents parce que, effectivement, on a tous des questions qui tournent autour de la frontière entre le service civique, dont tout le monde reconnaît effectivement l'intérêt et que vous avez parfaitement bien démontré, et des emplois aidés ou pas qui pourraient se confondre avec ça. Vous avez expliqué votre vigilance et les outils que vous mettez en place pour contrôler, le mot n'est pas très joli, mais mais moi je constate que même si vous avez obtenu des moyens supplémentaires dans une période récente, le périmètre de l'agence est quand même pas énorme pour effectivement être sur le terrain et être en vigilance par rapport à tout ce qui se passe. Et puis surtout, on est dans une période économique dégradée, que ce soit pour les collectivités, que ce soit pour le tissu associatif. Et du coup, il y a peut-être des dérives supplémentaires qui n'avaient pas cours au démarrage du dispositif, qui peuvent peut-être intervenir parce que chacun va essayer de faire au mieux avec les moyens qu'il a. Donc c'est aussi là-dessus que je voulais intervenir. Et d'ailleurs, pas seulement sur le tissu associatif et les collectivités, puisque je pense que l'État doit se montrer exemplaire en la matière et qu'il y a parfois eu des annonces, notamment du côté du ministère de l'Éducation nationale, qui pouvaient laisser entendre que ces services civiques pourraient, par exemple, aux côtés des directeurs d'école, etc., jouer un rôle qui se rapproche plus, à mes yeux, d'un emploi. Donc ce n'est pas une question, mais j'aimerais qu'on creuse encore davantage ce sujet. Une question dont je m'étonne que, c'est une blague là aussi, Annick Billon ne l'ait pas posée. Il m'a semblé relever dans votre exposé que la répartition homme-femme, c'était 40-60 en gros. Comment est-ce que vous expliquez ce différentiel qui est quand même assez important? Je n'ose imaginer que les femmes s'engagent plus que les hommes. Et puis, vous avez évoqué les 530 000 jeunes qui ont effectué une mission. C'est vrai que c'est très très important. Est-ce que il y a matière là à... Alors,
Encore une fois, je vois que vos moyens sont extrêmement limités, même si vous développez de l'énergie, mais est-ce qu'il n'y a pas matière désormais à une étude un peu qualitative pour voir quels seraient les effets bénéfiques de ce service civique sur, à plus long terme, la vie des jeunes, professionnellement? Est-ce que ça se traduit par un engagement qui perdure? Enfin, ça pourrait être intéressant, il me semble, d'avoir cette vision un peu à long terme. Je vous remercie. Claudine Lepage. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale. Donc, merci pour votre présentation. Nous suivons avec attention l'évolution du service civique depuis l'adoption de la loi portée par Martin Hirsch en 2010. Pour ma part, notamment sur l'envoi de jeunes en service civique à l'étranger. Et j'aimerais vous interroger aujourd'hui sur ce sujet. Alors aujourd'hui, quel est le pourcentage des jeunes envoyés sur des missions à l'étranger ? Quel type de mission ? Dans quel pays ? Bénéficie-t-il d'une formation, même brève, en amont ? En 2020, lors de la fermeture des frontières, l'arrêt des vols commerciaux, que s'est-il passé pour les jeunes en mission à l'étranger ? Certains ont peut-être eu des problèmes de visa, par exemple, s'ils étaient en fin de mission, de revenus. Se trouver à l'étranger sans aucun revenu n'est pas une situation confortable. Ont-ils pu être rapatriés ? Votre agence a-t-elle pu mettre en œuvre des moyens pour les rapatrier ? Et un dernier point sur l'égalité homme-femme. Ça n'a plus rien à voir avec l'étranger. De quelle manière les jeunes en service civique peuvent-ils intervenir sur l'égalité homme-femme ? Par exemple, s'agit-il d'intervention dans les établissements scolaires ou de quelle manière interviennent-ils ? Je vous remercie. Pierre-Antoine Lévy. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale. Alors je rebondis sur la question d'Annick Billon concernant les craintes que nous avons sur l'utilisation des services civiques pour des emplois. On sait qu'ils deviennent une variable d'ajustement de la politique RH de certaines administrations. Alors moi j'ai quelques questions peut-être un peu directes. Si des dérives sont constatées, est-ce que vous avez déjà retiré un agrément à une administration pour l'accueil de services civiques? Et si ce n'était pas le cas, est-ce que vous oseriez le faire? Quelle solution l'Agence nationale du service civique met-elle en œuvre pour garantir le respect des engagements des administrations accueillantes? Alors ça, c'était deux premières questions. Et une question concernant la suite du service civique, puisque on sait, pour avoir été sollicité par beaucoup de jeunes pour trouver un emploi, c'est qu'à la suite de ce service civique, certains jeunes galèrent pour trouver un emploi. Je sais que vous avez mis des processus en place pour les aider, mais est-ce que vous pouvez aller plus loin et nous dire si vous avez une méthode pour pouvoir les aider davantage? Est-ce que selon vous, une des solutions ne pourrait-elle pas être le droit à une indemnisation chômage, puisqu'avant 25 ans, ces jeunes n'ont pas droit au RSA? Voilà, toute une série de questions. Je vais vous laisser y répondre, qui montre en tout cas, vous voyez, l'intérêt des membres de la commission pour le service civique. Voilà. Alors, sur la question tout à fait légitime et essentielle de substitution à l'emploi, frontières, service civique, emploi, risque de dérive et donc le corollaire, le contrôle. Alors, effectivement, il y a, je peux vous dire, 11% des organismes sont contrôlés. Il y a 11 000, près de 11 000 organismes agréés. Donc, on ne peut pas tout contrôler, c'est certain. Je ne vais pas vous mentir en vous disant l'inverse. 11% est plutôt un chiffre important puisque nous étions à 8,5% il y a 3 ans, donc une augmentation forte. Ce qui est important, tout autant que le contrôle, c'est la pédagogie, l'explication en amont. Ce qui suppose, donc dès l'agrément, on appelle ça dans notre jargon, ça veut dire de proposer des réunions, d'abord de bien former nos référents territoriaux, parce qu'aujourd'hui, l'Agence du service civique agrée 500 gros organismes au plan national, et le reste est agréé au plan territorial par les services déconcentrés de l'État qui ont fait l'objet en 2020 d'une réorganisation. Ils sont maintenant adossés
au rectorat de régions académiques, dans des organisations qui s'appellent les DRAGES. Ils ont en même temps à faire face, entre guillemets, ils sont en même temps responsables du SNU, des vacances apprenantes, des accueils collectifs de mineurs. Donc, c'est vraiment des agents qui ont beaucoup de travail. Donc, il faut qu'on les outille à faire ce travail de contrôle et plutôt de vigilance dès l'agrément, de l'adéquation des missions demandées, des dossiers déposés à conformité aux fondamentaux du service civique. Donc, il y a ça, il y a l'outillage à la fois des agents de l'agence et puis des services déconcentrés. Il y a aussi tout le travail d'information de l'agence elle-même avec des réunions d'information. On a développé ces derniers temps beaucoup de webinaires. Je pense qu'on va d'ailleurs les pérenniser parce qu'en fait, ça s'est avéré très, très, très utile. Voilà, il y a le suivi des organismes et puis effectivement, il y a ensuite le contrôle et parfois de retirer des agréments. Non, je sais pas, ça doit être au moins une dizaine par an. Et sur les organismes publics, bien sûr, qu'on peut. C'est arrivé dans une sous-préfecture, ça devait arriver dans une agence Pôle emploi. Finalement, ils ont remis les choses en place assez rapidement. Donc, nous avons levé la, entre guillemets, menace de retirer l'agrément. Mais voilà, ça arrive aussi dans des établissements scolaires. Là, on essaie vraiment... Bien sûr, on est un organisme d'État, mais on travaille en indépendance aussi pour que les mêmes règles s'appliquent à tous les organismes. Donc, voilà, il y a la vigilance dès l'agrément, il y a le contrôle. Le contrôle sert aussi, voilà, c'est aussi un message quand vous retirez un agrément à une association qui, par ailleurs, sur son territoire, a pignon sur rue, ça se sait, donc ça oblige quand même les autres à se remettre en question. Pareil pour les sous-préfectures. Et pour moi, l'avenir, et je vous remercie de me poser ces questions très, très concrètes parce que moi, je suis assez idéaliste. Je ne voudrais pas que vous croyiez que je sois dans l'incantation. Je suis aussi dans le terrain, dans la réalité des faits. Et pour moi, vraiment, ce qui fait la différence entre un service civique et un emploi, c'est ce qu'on appelle les différenciants à l'agence. C'est la formation civique et citoyenne. C'est le fait que chaque jeune soit accompagné avec sérieux et persévérance et fiabilité par un tuteur qui est formé par l'agence. L'obligation du tuteur, la formation du tuteur est une obligation légale. Donc, je crois que c'est parce que contrôler, si vous voulez, toutes les missions de tous les jeunes, ce ne sera jamais possible. Ça n'était déjà pas ce n'était déjà pas le cas avec 6 000 jeunes en 2010 avec Martin Hirsch. Donc, encore moins à 245 000. En revanche, d'appuyer sur vraiment les différenciants, c'est-à-dire la formation civique et citoyenne qui, pour moi, malgré le coût que ça représente, devrait passer à 5 jours obligatoires au lieu de 3, par exemple, de contrôler plus la formation des tuteurs et d'assurer ce que j'appelais tout à l'heure l'animation de la communauté des volontaires, de générer un sentiment d'appartenance. Tout ça, c'est des choses qui vont faire que le jeune en service civique, il va se dire, bah oui, en fait, je ne fais pas la même chose qu'un agent public parce que je rencontre d'autres volontaires sur mon territoire, parce que l'agence me fournit des outils, me donne des informations pour l'après-service civique, parce que mon tuteur est un bon tuteur, qu'il est formé. Ce n'est pas un maître de stage, mais c'est plutôt un tuteur au sens du mentor, parce que j'accède à des formations civiques et citoyennes qui me parlent de laïcité, de valeurs, de vote, etc., et non pas, ne me parlent pas des tâches que je dois remplir au quotidien dans ma mission. Pour moi, c'est vraiment ça l'avenir, sur le travail, l'avenir du travail sur les différenciants du service civique, emploi, mission d'engagement. Sur l'égalité femmes-hommes, alors merci, voilà, je vois qu'il y a unanimité sur cette préoccupation que je partage, vous vous en doutez. Donc, en fait, pour y arriver, je crois qu'il faut travailler, comme on l'a fait déjà avec les CAF à La Réunion, ils ont créé une cohorte d'ambassadeurs de l'égalité femmes-hommes, des jeunes qui sont formés par la CAF, qui circulent dans les quartiers, non pas seuls, mais avec leurs tuteurs, ou un responsable associatif, parce qu'il y a une coopération entre CAF et une association de La Réunion,
voilà, pour prévenir, informer. Alors évidemment, c'est pas du soin, ça se substitue pas à ce que peut faire vraiment l'association dans sa raison d'être, mais c'est toujours un support. Il faut savoir que sur ces grands enjeux sociétaux, quand les jeunes en service civique, ça vaut par exemple à l'association AIDS, où ils sont là en support pour faire de la pédagogie, pour parler à leurs pairs, ça fonctionne vraiment très bien, hein, pour proposer aussi aux associations de nouveaux modes d'intervention, parce que le jeune en service civique, il arrive avec ses compétences, avec son savoir-faire, son savoir-être, et il permet aussi aux interventions d'évoluer. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'on fait. Et évidemment, on peut pas, les jeunes ne peuvent pas se substituer à, entre guillemets, des professionnels de ces questions-là, mais je crois pour autant qu'il faut qu'on reste persévérant sur cette thématique parce que d'abord elle intéresse beaucoup les jeunes. Si on regarde la consultation citoyenne qu'on a lancée en 2010 à l'occasion de nos 10 ans, c'est la deuxième cause, l'égalité femmes-hommes plébiscitée après le développement durable. Donc si on veut répondre aux attentes des jeunes, il faut qu'on développe des missions dans toutes les vigilances qui s'imposent. Si je regarde ce qu'on fait en ce moment avec la Fondation des femmes, on va développer des missions d'ambassadeurs de l'égalité qui seront mis à disposition du train de l'égalité qui est en train de développer la Fondation des femmes. On a des jeunes en service civique à la... Comment ça s'appelle ? À Paris, la Cité Glorieuse, c'est ça ? Pardon, le terme m'échappe. Qui sont dans l'information, la pédagogie, l'accueil, le premier accueil aussi parfois des personnes jamais seules. Je pense qu'on doit quand même qu'on est dans le respect des fondamentaux et que ça fonctionne assez bien. Sur le 40-60, en fait, la réponse est dans votre question. Hein, voilà, sur toutes les thématiques qui tournent autour du care et du social, on a plus de femmes. On est très vigilants. C'est pour ça que, par exemple, sur le sport, on essaie de développer plus de missions. Le programme Génération 24 développé avec le COJO, la DIJOP, le CNOSF, je pense, peut nous aider aussi à attirer plus de garçons. Pardon si j'enfonce les portes ouvertes, mais force est de constater qu'on a 70% de jeunes gens dans les missions de sport. Donc, ou là d'ailleurs, hein, puisque je vous parle de ce programme Génération 24, 2024, c'est un programme qui tourne autour de l'engagement social du sport avec une déclinaison importante sur le soutien à la pratique féminine et l'égalité femmes-hommes dans le sport. Sur la question de la répartition territoriale, je ne peux pas vous la donner, mais je pourrais évidemment vous la transmettre. Répartition territoriale des jeunes et des types de structures. Sur l'outre-mer, là, je connais de tête la répartition territoriale. C'est que dans les Outre-mer, on a plus de jeunes dans les services de l'État que dans les associations. Hein. C'est à peu près 60% de jeunes. Par exemple, hier, j'avais un rendez-vous avec le directeur général culture jeunesse de la Guyane, enfin, rendez-vous en visio. Et en Guyane, c'est 54% de jeunes en service civique dans les services de l'État. À la Martinique, La Réunion, c'est près de 60%. Les Outre-mer sont très importants, prioritaires pour nous. Hein, c'est des sujets que je connais assez bien pour m'être déplacée, mais où évidemment la vigilance qu'il faut avoir sur cette frontière entre service civique, entre emploi et travail d'agent public est encore plus important parce qu'on a vraiment des jeunes qui sont souvent motivés quand même du fait du coût de la vie et du taux de chômage très important dans les familles et chez les jeunes. Souvent, les jeunes sont quand même particulièrement motivés par l'indemnité, donc sans doute un peu moins exigeants sur la nature des missions, et ça peut développer des dérives que nous regardons d'assez près, mais soyez certaines que les Outre-mer sont vraiment importants pour nous. Qu'est-ce que j'aurais pu encore oublier ? Le plan, non. Il y avait, sur l'après-service civique et sur l'international. Oui, d'abord pour vous dire, pardon, j'ai oublié sur la question comment on contrôle la différence entre service civique et emploi. Je vous ai dit, il faut vraiment travailler sur les différenciants. Il y a une expérimentation que nous avons avec Pôle emploi en Nouvelle-Aquitaine et d'autres que nous aurons cet été avec l'Éducation nationale dans le cadre des vacances apprenantes,
que je classe en deux mots, c'est panachage et enjambement. Alors, le panachage, c'est quand un jeune en mission à Pôle emploi, il est plutôt sur des missions de pédagogie du numérique, prise en main, il aide les demandeurs d'emploi à prendre en main les outils numériques. On a considéré à la faveur du contrôle, c'est pas un secret, de Pôle emploi, que ces missions étaient un peu répétitives. Et donc moi j'ai demandé au directeur général de Pôle emploi de travailler à un panachage des missions, expérimentation en cours là en Nouvelle-Aquitaine, où les jeunes en mission chez Pôle emploi passeront deux jours par semaine dans des associations du territoire. En l'occurrence, l'expérimentation, c'est avec la Croix-Rouge, pour diversifier leurs activités. Et ça me paraît vraiment une piste très intéressante pour les missions qui se déroulent dans les services publics ou les établissements publics, où souvent ça tourne autour des prises en main des outils numériques avec un risque vraiment de routine. Donc le panachage, première réponse, et pardon de mon retour en arrière. Et la question de l'enjambement, c'est sur l'éducation nationale. Il y aura donc 39 000 missions, si tout va bien, à la fin 2021, c'est ça, 39 000 ce qu'on essaie de faire, c'est pour certains jeunes, sur certains territoires où on sait que des programmes comme l'école ouverte ou les vacances apprenantes sont très développés, c'est que de faire entrer là maintenant des jeunes en service civique sur des contrats établissements scolaires, qui soient mis à disposition, ces jeunes, des collectivités territoriales le plus souvent, ou des fédérations d'éducation populaire qui seront en charge des vacances apprenantes, pour être en support de la mise en place de ces possibilités pour les jeunes, et ensuite de retrouver leur établissement scolaire à la rentrée. Donc ça, c'est des choses, on en est encore à l'état d'expérimentation, mais qui nous permettent vraiment de travailler sur la différence service civique et emploi. Pardon d'y être venu après avoir traité la question égalité femmes-hommes. Et il y avait donc, alors ensuite sur l'après-service civique, les effets bénéfiques. Alors, nous avons travaillé sur une cohorte de près de 10 000 jeunes avec l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Il faut savoir que pour les statisticiens, 10 000 jeunes au regard, à l'époque, 145 000, c'était en 2020, mission en stock, c'est un très bon échantillon. On a regardé avec l'INJEP, on a fait vraiment un travail de fond, la première grande étude d'évaluation, pour regarder exactement qui sont ces jeunes, quel est leur rapport à l'engagement, quel est leur rapport au bénévolat, et qu'est-ce qu'ils font après. Donc, il y a deux résultats que je trouve encourageants, même si, effectivement, ils montrent qu'on a encore du travail. C'est que 40% des jeunes qui, après le service civique, sont davantage engagés comme bénévoles qu'en entrant dans le service civique. Le bémol, pour être tout à fait transparente, c'est que ce redoublement du désir de s'engager comme bénévole, il est souvent, on le note le plus souvent chez des jeunes qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Donc, pour être très honnête, le service civique n'inverse pas le déterminisme social dans le rapport au bénévolat. Il permet juste de démultiplier le désir d'engagement, ce qui est pour moi déjà un premier résultat, mais bon, pas encore suffisant. Et deuxième, je trouve, indicateur intéressant, c'est sur l'après-service civique, très important. On a 60% des jeunes qui, 3 mois ou 6 mois, je ne sais plus, après le service civique, sont soit en emploi, soit ont repris une formation ou des études, alors qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire avant le service civique. Et dans ces jeunes-là qui ont repris une formation ou des études supérieures, un tiers ont changé de domaine. Et ça, je trouve que c'est très positif, parce que ça confirme ce que les jeunes nous disent de manière... quand on les rencontre, c'est le service civique m'a permis de trouver ma voie. On sait qu'en France, on pourrait améliorer le service de l'orientation, et le service civique, en fait, il sert aussi à ça. Il sert aussi aux jeunes à vérifier si le domaine d'activité dans lequel ils avaient envie de s'engager, si c'est vraiment celui-là, ou si ils veulent changer d'orientation. Et ça se confirme, là, pour le coup, de manière scientifique, dans cette étude réalisée avec l'INJEP, dont je pourrais bien sûr vous envoyer
vous envoyer le lien. Sur l'international, de mémoire, les chiffres déjà, voilà. Puis après, donc, l'ensemble de l'outre-mer, elle est formidable, non ? 5000 jeunes en tout, en consolidé sur les outre-mer. À l'étranger, ça c'est 2020. Voilà. Donc, on a 724 jeunes qui sont partis à l'étranger en 2020. C'est près de la moitié moins par rapport à 2019, mais bon, on comprend bien les raisons. Le pays principal, ça je le savais de par mes anciennes fonctions, c'est l'Allemagne pour des raisons historiques et aussi parce qu'il y a l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui apporte des moyens complémentaires en termes notamment de formation. Les pays qui sont en tête de l'accueil, comme on dit, c'est l'Allemagne, le Maroc, la Tunisie et Israël. L'Allemagne restant toujours en tête et ensuite les trois s'inversent selon les années. Mais il faut savoir qu'en 2019, c'était plus de 1000 jeunes à l'envoi qui partaient et près de 500 à l'accueil. Cette question de la réciprocité, donc l'accueil de jeunes en service civique étranger, fait l'objet d'un travail particulier à l'agence. Est-ce qu'ils sont formés ? Oui, ils sont formés, bien sûr, au départ, avant de partir à l'international. Le plus souvent, nous, on a développé des outils, d'ailleurs, qu'on a traduits en 4 langues, fait traduire en 4 langues pour permettre aux organismes d'accueil sur place de bien comprendre ce qu'est un dispositif français, le service civique. Ce n'est pas intuitif pour un Israélien, un Marocain ou un Allemand de savoir ce qu'est le service civique. Donc, on a traduit tous les outils. Et puis, il y a une préparation, évidemment, au départ de ces jeunes-là que nous surveillons et qui est pris en charge par les organismes français. Et des formations aussi des organismes qui veulent voilà, accueillir des volontaires. Absolument. Est-ce que j'ai répondu à peu près, j'espère ? Vous avez été très complet. Mais merci beaucoup de la précision de vos réponses. Je crois que c'est la première fois qu'on vous accueillait au sein de la commission, me semble-t-il. J'en suis très heureuse et honorée. Mais nous aussi, Merci. je pense que c'est une audition importante parce que c'est vrai que, vous l'avez compris, nous sommes très attentifs au service civique et à sa montée en puissance, qui est un défi, on l'imagine, pour vous au quotidien. Et sans dénaturer, bien sûr, l'esprit et les objectifs des missions confiées aux jeunes. Donc, merci beaucoup pour cette audition. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente et Madame la Secrétaire Générale. Et puis, je pense qu'on aura d'autres occasions, bien sûr, de suivre le service civique avec vous.